Par un chaud mardi matin de l'été 2000, la ville tranquille, presque idyllique, de Warren, Massachusetts, s'est réveillée sous un ciel calme, une brise chaude et le genre de routine paisible d'une petite ville qui met les parents à l'aise pour laisser leurs enfants errer librement. C'était le 27 juin, le début d'une autre journée d'été prévisible en Nouvelle-Angleterre. Mais en quelques heures, ce sentiment de sécurité allait être brisé, et Warren allait devenir l'épicentre de la plus grande et de la plus désespérée des recherches de personnes disparues de l'histoire de l'État. Une famille qui avait dit au revoir à sa fille ce matin-là, pleine de vie et de promesses, ne la reverrait jamais vivante. C'est le mystère obsédant, profondément troublant et toujours non résolu de Molly Ann Bish, la maître nageuse de 16 ans qui a disparu de son poste avant même le début de son service, et dont la dépouille a été retrouvée 3 ans plus tard, à des kilomètres de là, dans une forêt isolée, laissant derrière elle un terrible silence, une communauté frustrée et aucun suspect définitif. Avant d'aller plus loin, veuillez cliquer sur j'aime, like, pour que plus de gens puissent voir cette affaire, et abonnez-vous à la chaîne avec toutes les notifications activées pour ne jamais manquer une enquête sur une affaire classée, Cold Case. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, chaque interaction aide à garder ces histoires vivantes. Ce mardi matin-là, Molly s'est réveillée tôt, excitée comme toujours pour son travail d'été. Elle venait de terminer sa première année de lycée, Junior Year, avec les honneurs et avait commencé avec enthousiasme à travailler comme maître nageuse à Commun Pond. Commun Pond n'était pas un vaste lac, c'était un petit point d'eau local, une zone de baignade familiale entourée de bois épais et de sentiers de randonnée tranquilles. C'était un endroit que tous les enfants du coin connaissaient. Ce n'était que son 8e jour de travail. Elle était fière de cette responsabilité. Elle était athlétique, excellente nageuse, disciplinée et adorait être entourée d'enfants. Son rêve, ironiquement et tragiquement, était d'étudier la justice pénale, criminologie, une passion inspirée par sa sœur aînée, Heather. Ses amis et sa famille se souvenaient d'elle comme d'un concentré d'énergie, chaleureuse, farouchement protectrice envers son jeune frère, et toujours souriante. Sa mère, Maggie, l'a conduite à l'étang juste avant 9h50, suivant exactement la même routine qu'elles avaient établie au cours de la semaine précédente. C'était un court trajet, familier et confortable. Mais alors qu'elles entraient dans le parking en gravier surplombant l'étang, quelque chose semblait terriblement anormal. Les yeux de Maggie ont été immédiatement attirés par un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était assis seul dans une berline blanche, garé de manière à lui donner une vue dégagée sur la plage. Il avait une moustache, portait des lunettes de soleil et fumait une cigarette, observant la zone avec une intensité qui a fait hurler chaque instinct maternel dans le corps de Maggie. L'homme gardait les yeux fixés sur leur voiture alors qu'elle passait. Maggie ralentit, une vague de profond malaise l'envahissant. Elle étudia son visage, essayant de le reconnaître. Il ne lui disait rien, il n'était pas à sa place dans cette communauté soudée où tout le monde connaissait tout le monde. Molly, remarquant la tension soudaine de sa mère, tenta de la rassurer. « C'est bon, maman. Tout ira bien, » dit-elle doucement, pensant probablement que sa mère était juste protectrice. Maggie voulait la croire. Elle se força à repartir, mais elle ne pouvait pas se défaire de cette peur viscérale. Elle regarda sa fille une dernière fois dans le rétroviseur, Molly sortant dans la lumière vive du soleil, marchant avec confiance vers le poste de sauveteur avec sa bouée de sauvetage rouge, son sifflet et son sac à dos. Elle semblait si vivante, si capable, si prête pour la journée. 40 minutes plus tard, Molly Bish avait disparu. Vers 10h15, les premières familles ont commencé à arriver à Commun Pond, prêtes à profiter du temps chaud. Une mère locale amenant ses enfants nager s'attendait à voir Molly perchée sur la chaise haute de sauveteur, la radio allumée, la bouée reposant sur ses genoux. Au lieu de cela, ils trouvèrent la plage étrangement vide. La scène qu'ils découvrirent était l'instantané d'un moment interrompu. Les sandales de Molly étaient sur le sable, à côté de sa serviette de plage. Sa bouteille d'eau et une petite trousse de premier secours étaient soigneusement placées là où elle les mettait toujours. La bouée de sauvetage de la maître nageuse gisait sur le côté près de la chaise. Sa radio était allumée. Mais Molly était introuvable. Au début, la mère supposa que Molly s'était juste absentée, peut-être dans les bois pour aller aux toilettes ou pour vérifier quelque chose. Mais les minutes passèrent. Puis d'autres minutes. Le silence de la chaise vide devint plus assourdissant. Et bientôt, il devint impossible d'ignorer la réalité terrifiante. Une maître nageuse, surtout une aussi responsable que Molly, ne quitterait jamais la plage sans surveillance, pas même une seconde, sans un signe. Quelque chose n'allait vraiment pas. Un superviseur a été appelé, qui a ensuite appelé la famille Bish. Quand Maggie a répondu au téléphone et entendu la question, « Molly est-elle avec vous ?»
elle a senti un frisson de panique froide et écœurante. Elle s'est précipitée à l'étang, le cœur battant. Au moment où elle est arrivée et a vu le poste de sauveteur abandonné, elle a su que sa fille était en grave danger. Ses instincts avaient été corrects. L'homme à la berline blanche était parti. Et Molly aussi. Les autorités ont été appelées et sont arrivées rapidement. En quelques heures, l'étang paisible et isolé s'est transformé en centre frénétique d'une opération de recherche massive. Des policiers de Warren et des villes voisines ont envahi la zone, suivis par la police de l'État, les pompiers et les équipes de plongeurs spécialisés. Des hélicoptères HLR au-dessus. Des chiens de pistage K9 ont été amenés, leur maître leur faisant renifler les affaires de Molly. Les chiens auraient capté son odeur, l'auraient suivi sur une courte distance dans le parking, puis se seraient arrêtés net, une indication glaçante qu'elle avait probablement quitté la zone dans un véhicule. Plus de 1000 bénévoles, amis, voisins, camarades de classe et parfaits inconnus, se sont joints aux recherches. C'est devenu la recherche de personnes disparues la plus importante et la plus coûteuse de l'histoire du Massachusetts. Les chercheurs ont marché en ligne serrée, épaule contre épaule, à travers les bois denses et impitoyables qui entouraient l'étang. Ils ont peigné le rivage, sont entrés dans l'eau et ont fouillé chaque cabane abandonnée, chaque hangar et chaque sentier. Les plongeurs sont entrés dans l'eau trouble et sombre de comme un pont, se frayant un chemin à tâtons à travers les algues, espérant ne pas trouver ce qu'ils cherchaient. Les bénévoles ont crié le nom de Molly jusqu'à ce que leur voix se brise. Les lampes de poche ont tranché l'obscurité toute la nuit. Les gens refusaient de rentrer chez eux, convaincus que chaque minute qui passait comptait. Une peur puissante s'est emparée de Warren et des villes environnantes. L'été 2000, qui avait commencé de manière si prometteuse, est devenu un été de peur. Les parents ont cessé de laisser leurs enfants jouer dehors. Chaque voiture inconnue, en particulier. Chaque berline blanche, était signalée aux autorités. Chaque homme ressemblant de près ou de loin au portrait robot de l'étranger à l'étang, un portrait robot créé à partir de la mémoire parfaite et hantée de Maggie Bish, était interrogé. Les rumeurs ont déferlé sur la communauté. C'était un vagabond, un délinquant local, un enlèvement spontané, un crime soigneusement planifié. Mais malgré l'effort massif, les centaines de pistes et les milliers d'heures de travail, aucune trace de Molly n'a été trouvée. Pas une empreinte de pas, pas un vêtement, pas un seul indice. Elle s'était volatilisée, comme arrachée à la terre. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines en mois d'agonie. La famille Bish s'accrochait à un espoir désespéré et vacillant. Ils sont apparus sur les bulletins d'information locaux et nationaux, leurs visages marqués par une douleur impossible à regarder. Ils ont placardé des affiches avec le visage souriant et lumineux de Molly dans toute la Nouvelle-Angleterre. Ils ont travaillé sans relâche avec les enquêteurs, insistant, questionnant, refusant de laisser l'affaire se classer. L'affaire de Molly a reçu une attention nationale, son sourire éclatant devenant un symbole de la lutte pour ramener les enfants disparus à la maison. Mais à mesure que les saisons changeaient, cet espoir s'est lentement et cruellement transformé en agonie, et l'agonie en une sombre résignation. Les recherches ont finalement été réduites, mais l'enquête n'a jamais été close. Les 3 années suivantes ont été une forme d'enfer particulière pour la famille Bish. Ils ont navigué dans un monde sans réponse, une vie suspendue dans l'incertitude. Comment faire le deuil de quelqu'un qui a simplement disparu? Ils ont investi leur énergie dans l'action, créant la fondation Molly Bish et un centre à l'Anna Maria College pour promouvoir la sécurité des enfants, transformant leur tragédie personnelle en mission publique. Puis, 3 longues et silencieuses années plus tard, le 9 juin 2003, un chasseur marchait dans une zone reculée et fortement boisée de Palmer, Massachusetts. La zone, connue sous le nom de Whiskey, était une région accidentée et très boisée connue pour la chasse, à plusieurs kilomètres de comme un pont. Le chasseur explorait la région lorsqu'il a trébuché sur un morceau de tissu bleu en lambeaux. Cela ressemblait à un morceau de maillot de bain. Il connaissait l'histoire de Molly Bish, tout le monde dans la région la connaissait. Son cœur s'est serré. Il a regardé de plus près, partiellement enfoui sous les feuilles, les broussailles et la terre, il a vu des restes squelettiques. Il a immédiatement contacté la police. Les enquêteurs sont arrivés et ont sécurisé la zone, qui était difficile d'accès en raison du terrain escarpé et de la végétation dense. Ce n'était pas un endroit sur lequel on tombait par accident. C'était un endroit où quelqu'un irait pour cacher quelque chose. 2 jours plus tard, après une excavation et une analyse minutieuse, le médecin légiste a utilisé les dossiers dentaires pour confirmer la nouvelle déchirante. Les restes appartenaient à Molly Ann Bish. La découverte répondait à la question de savoir où elle était, mais elle offrait peu d'autres réponses.
L'état des restes, exposé à 3 ans de conditions météorologiques difficiles en Nouvelle-Angleterre et aux dommages environnementaux, n'a pas permis aux médecins légistes de déterminer de manière concluante la cause du décès. Il n'y avait aucun signe évident de coup de couteau, de coup de feu ou de traumatisme contondant, mais cela n'excluait pas la violence, telle que la strangulation. Ce qui était clair, c'est que c'était un homicide. Le site était loin de commun pont, loin de tout sentier que Molly aurait pu emprunter. Les enquêteurs en étaient certains, son corps avait été transporté et laissé là intentionnellement par son tueur. La question était, par qui? Avec la découverte de la dépouille de Molly, l'enquête, qui n'avait jamais été close, a été ravivée avec une nouvelle intensité. La police a réinterrogé les témoins, les suspects et toute personne ayant été près de commun pont dans les jours précédant sa disparition. Plusieurs personnes d'intérêt ont émergé au fil des ans. L'un d'eux était un homme nommé Rodney Stanger, qui présentait une ressemblance frappante avec l'individu vu dans la berline blanche. Des années plus tard, Stanger sera arrêté en Floride pour le meurtre de sa petite amie. Il avait vécu dans le Massachusetts, avait des antécédents de violence, et sa photographie correspondait presque parfaitement au portrait robot. Il est devenu un suspect sérieux, mais finalement, il n'y avait aucune preuve matérielle pour le lier à l'enlèvement de Molly. Une autre personne d'intérêt était un homme local avec un casier judiciaire troublant qui se trouvait dans la région au moment de la disparition de Molly. Il aurait conduit une voiture blanche et avait été accusé de harcèlement et de traque de femmes. Mais là encore, les enquêteurs manquaient de la preuve définitive nécessaire pour procéder à une arrestation. Les avancées de la police scientifique étaient limitées par l'état des restes de Molly. L'environnement avait érodé la plupart, sinon la totalité, des preuves. Aucun ADN utile n'a pu être collecté sur les restes eux-mêmes. Aucune fibre ou trace n'a survécu aux 3 années dans les bois. Les détectives pensaient que le tueur avait soit été méticuleux, conscient des méthodes d'enquête, soit simplement chanceux. La famille Bish était de plus en plus frustrée par la lenteur de l'enquête. Maggie et John Bish sont devenus de puissants défenseurs des enfants disparus, réussissant à faire adopter le Molly Bish Bill, qui a établi le système alerte en B de l'État. Ils se sont battus sans relâche pour obtenir des réponses, refusant de laisser la mémoire de Molly sombrer dans le silence d'un dossier classé. Pendant des années, de nouveaux détectives ont pris le relais, examinant la montagne de dossiers. Des pistes ont continué à faire surface, fausses confessions, rumeurs de lit de mort, signalement de la voiture blanche, mais aucune n'a résisté à l'examen. La forêt où ces restes ont été trouvés n'a donné aucun nouvel indice. La berline blanche n'a jamais été formellement identifiée. L'homme à la moustache et à la cigarette n'a jamais été confirmé. La vérité restait exaspérément hors de portée. Puis, en 2021, plus de 2 décennies après la disparition de Molly, le procureur du comté de Worcester a annoncé une avancée majeure. Ils ont nommé une nouvelle et très sérieuse personne d'intérêt, Francis Frank P. Sumner Sr. Sumner était décédé en 2016. C'était un violeur et kidnappeur en série condamné, avec un long et violent passé. Au moment de la disparition de Molly, il avait la quarantaine, vivait dans la région et était connu pour gérer un atelier de carrosserie lui donnant accès à plusieurs voitures, y compris, selon des témoins, une voiture blanche. Plus glaçant encore, Sumner était un chasseur et trappeur passionné qui connaissait parfaitement les bois reculés de Whiskey Hill où le corps de Molly a été retrouvé plus tard. Il correspondait au profil d'un prédateur, il correspondait à la description, il avait les moyens et il connaissait le lieu où le corps a été déposé. Le bureau du procureur a saisi des objets dans les anciennes propriétés de Sumner et a commencé à les tester pour l'ADN, dans l'espoir de trouver un lien, une fibre, n'importe quoi. À ce jour, plus de 24 ans plus tard, l'affaire reste officiellement non résolue. Frank Sumner reste une personne d'intérêt et non l'assassin inculpé. Les enquêteurs continuent d'examiner les preuves et les progrès de la généalogie génétique, la même technique utilisée pour attraper le tueur du Golden State offre un espoir renouvelé. Les détectives se sont dit convaincus qu'un jour, quelqu'un se manifestera, ou qu'une nouvelle technologie extraira cet unique indice microscopique du passé. Mais d'ici là, le mystère persiste. Qu'est-il arrivé à Molly Ann Bish pendant ces 40 minutes? A-t-elle été enlevée par Frank Sumner, un prédateur connu qui l'observait? Était-ce un crime d'opportunité, ou était-ce prémédité, le tueur connaissant le nouvel emploi du temps de la jeune maître nageuse? Pourquoi son corps a-t-il été laissé à des kilomètres de là, dans une forêt accidentée et reculée qu'il connaissait bien? Et était-il l'homme à la berline blanche, fumant une cigarette pendant qu'une mère déposait sa fille, pour la dernière fois? La vérité reste cachée dans les ombres de cet été 2000.
Et une famille et une ville attendent toujours des réponses. Dans des cas comme celui de Molly, le temps devient à la fois un ennemi et un allié. Les preuves s'estompent, les souvenirs s'érodent et les suspects meurent, mais la technologie progresse, les témoins deviennent plus courageux et les secrets ont tendance à refaire surface. Même des décennies plus tard, les affaires classées peuvent être résolues. La justice que Molly Bish mérite et pour laquelle sa famille s'est battue est peut-être encore possible. Que pensez-vous qu'il se soit réellement passé dans cette affaire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, mais veuillez rester respectueux envers la victime et sa famille. Si vous souhaitez voir plus d'enquêtes sur des affaires classées comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour que plus de gens puissent découvrir ces histoires. Si vous avez des informations relatives à cette affaire, contactez les autorités listées dans les sources officielles, même un petit détail peut faire la différence.